Bien bonjour à tous, nous voilà réunis pour une nouvelle discussion, c'est la 5e je crois. La 5e, je suis avec Jean-Marc, Irina, et nous allons continuer ce regard que nous portons sur le corps, sur notre corps, sur les sens. C'est absolument incontournable si on veut comprendre les étages au-dessus, l'émotionnel, les sentiments, ceux de l'intellect, des idées. Il faut vraiment comprendre la nature de cette base pour voir comment se construit un peu plus tard notre mental. Bien que cela se fasse de façon très subtile en nous, nous évoluons sur des niveaux de conscience très différents. Lorsque par exemple nous mangeons ou réalisons une action physique, nous sommes sur le plan de la conscience sensorielle, la conscience du corps appelée corps éthérique. Nous sommes alors dans une prédominance de la puissance. Lorsque nous prenons nos enfants dans les bras, nous vibrons émotionnellement. Nous sommes sur le plan sentimental, celui des émotions, le mental émotionnel. Nous évoluons alors dans une prédominance de la sensibilité, une prédominance de l'âme. Lorsque nous pensons et réfléchissons à un problème, nous sommes sur le plan de l'intellect, celui des mots et des réflexions, le mental intellect. Nous sommes alors dans une prédominance lucide, une prédominance de l'esprit. Puis vient le plan de la pure conscience. Ce champ de la conscience a la capacité d'observer dans le silence, de prendre un recul sur tous les autres plans et de les observer grâce à un centre appelé le troisième œil, ou bien encore le témoin. Lorsque vous prenez conscience de votre corps ou que vous observez vos pensées, ce ne sont pas vos sens physiques qui vous le permettent, mais le témoin intérieur en vous, le troisième œil. C'est sur le plan de la pure conscience que nous évoluons à cette seconde, si tout comme nous vous portez des regards en vous, à l'instant où nous parlons, alors vous évoluez sur le plan de l'éveil, celui de l'œil intérieur qui observe les états d'être, les états de vie manifestés en vous. Donc on a toujours en fil rouge le livre, La Voix du Soi-Regard. Et je vais reprendre un petit peu où j'en étais resté la dernière fois. Voilà. Alors, je lis. Si nous pénétrons un peu plus en profondeur dans la structure sensorielle, nous découvrons un réseau électrique, le système nerveux, celui qui conduit le courant électrique nerveux jusqu'au cerveau afin de porter l'information. Donc, tous nos sens sont faits sur ce principe. C'est une espèce de base fondamentale aux sens. Alors les sens, il y a une périphérie. Ouais, on voit pour le toucher, il y a la main, il y a le goût, voyez, il y a le nez, les yeux, les oreilles. Ça, c'est la périphérie. Un système électrique nerveux et un centre dans le cerveau, spécifique aux sens. Alors, l'information est reçue par la périphérie, c'est-à-dire la périphérie reçoit un contact, c'est véhiculé par un système nerveux, et tout ça va porter une information dans le cerveau. Voilà, il est évident que la nature, la vie, applique ici une base fondamentale, et celle-ci se révèle être une trinité. Voilà. Est-ce que Jean-Marc, Irina, vous avez des choses à dire là-dessus? Est-ce que vous voulez intervenir? Non, rien de particulier. Rien de particulier. Vous voulez intervenir? Allez-y, hein, si, je sais pas, Jean-Marc. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que... Parce que là, tu as parlé de nouveau de Trinité. Oui. Mais pour revenir un petit peu sur la discussion de la dernière fois, se rendre compte que... On a parlé d'excitation électrique nerveuse,
mais cette excitation électrique nerveuse peut être vécue ou non vécue. C'est ça. Alors, quelle est la différence entre une excitation électrique nerveuse vécue et une autre non vécue? Eh bien, lorsqu'on vit une excitation électrique nerveuse, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est présent et qui ne l'est pas lorsque l'excitation électrique nerveuse n'est pas vécue. Donc on peut de nouveau parler d'une trinité, parce qu'on se rend compte que l'excitation électrique nerveuse, quand elle est vécue, on peut dire qu'elle est vécue à travers une intensité, vécue elle-même à travers une sensibilité, et ce que tu as appelé l'esprit, c'est-à-dire une lumière, une lucidité, quelque chose qui éclaire. Et ces trois éléments, en fait, sont vécus de façon unitaire. Mais ils sont bien présents dans la sensation, c'est-à-dire l'excitation électrique nerveuse vécue. Voilà. Une sensibilité, une intensité et une lumière, une lucidité. Donc cette trinité, on va la retrouver souvent. Elle va être, je dirais, un petit peu le mystère à découvrir lorsqu'on regardera un aspect, car il y a toujours une trinité dans tous les aspects. Un grand nombre d'enseignements, de textes religieux parlent de la Trinité. Et on entend souvent ces mots « Dieu en trois aspects, Dieu en trois personnes ». Ces textes parlent, la plupart du temps, d'une Trinité incarnée par des personnages, des êtres qualifiés de divins tels le Père, le Fils, le Saint-Esprit pour les chrétiens, Brahma, Vishnu, Shiva pour les hindous et bien d'autres encore. Nous situons ces divinités quelque part dans des cieux et nous leur accordons d'immenses pouvoirs et de grandes qualités. Un grand nombre de symboles représentent la Trinité et notamment la forme triangulaire. La croix du Christ est, elle, constituée de deux triangles inversés et superposés. Le triangle inférieur pointe vers le bas, puis le triangle au-dessus pointe vers le ciel. L'étoile de David est faite de deux triangles imbriqués l'un dans l'autre et positionnés de façon à former une étoile. Les pyramides égyptiennes ont elles-mêmes été conçues sur la base géométrique du triangle, puisque chaque côté d'une pyramide est un triangle. Nous pourrions énumérer bien d'autres symboles encore qui portent en eux l'expression de la Trinité. Il est dommage que l'humanité, d'une façon générale, n'ait pas une notion plus concrète de la Trinité, et que celle-ci soit accompagnée, la plupart du temps, d'une connotation religieuse, voire occulte, un peu mystérieuse. Comme si la Trinité ne pouvait être vue ni comprise que par certains initiés, une élite, et qu'elle soit inaccessible au plus grand nombre. Si la Trinité est un aspect inhérent à la vie, alors chacun est en mesure de la voir partout. Et c'est en fait le cas lorsque nous observons simplement la vie en nous et autour de nous. Une première observation du corps révèle que nous avons trois centres énergétiques majeurs. Un centre qui se trouve au niveau du sacrum, au bas de la colonne, nommé le chakra racine. Il est un centre capteur d'énergie universelle. Chaque impulsion énergétique que nous générons s'élance du sacrum, passe dans la colonne vertébrale et va produire de l'énergie au niveau des facultés que nous désirons mettre en œuvre. Chacun peut parfaitement, avec un peu d'attention, prendre conscience de l'énergie qui monte le long de la colonne dès que nous décidons de réaliser une action. Le sacrum est le centre de la puissance manifestée dans le corps physique. Un second centre, appelé chakra du cœur, s'active dès que nous vivons et éprouvons une émotion, un sentiment,
un aspect sensible. Le chakra du cœur est le centre de la sensibilité, l'aspect de l'âme manifesté dans le corps physique. Nous sentons le chakra du cœur vibrer en nous lorsque, par exemple, nous prenons nos enfants dans les bras et qu'une puissance émotionnelle se manifeste en nous. Enfin, le chakra coronal qui se situe au sommet du crâne, un lieu en lequel se manifestent les réflexions, les pensées, mais aussi les perceptions de l'esprit, les idées et les concepts. L'individu peut, s'il le souhaite, se connecter au plan subtil de la vie grâce à ce chakra. Le chakra coronal est une manifestation de l'esprit incarné dans le corps physique. Voici donc, grâce à un regard très simple porté sur le corps, une trinité. La puissance, dont le siège est le sacrum, la sensibilité, aspect de l'âme, dont le siège est le plexus solaire, et le chakra coronal, dont le siège se situe au niveau de la tête, siège de l'esprit. Nous pouvons observer ces trois aspects, esprit, âme, puissance ou intensité, dans tous les états d'être vécus en nous. Il n'y a pas un état d'être manifesté en lequel ne soit présent une sensibilité, une perception lucide, ainsi qu'une puissance ou intensité. Nous parlons ici de la trinité fondamentale de la vie, esprit, âme, puissance. Une simple sensation, comme par exemple un toucher, est une unité vivante vécue dans le champ de notre conscience. Mais cette unité contient les trois aspects, sensibilité, intensité et lucidité. Ces trois ne sont jamais séparés. Il n'y a jamais une sensibilité toute seule, une intensité toute seule ou une perception de l'esprit isolée dans un coin. Les trois aspects sont indissociables et ne font qu'un lorsque nous vivons un état d'être. Sur le plan physique, nous constatons un nombre infini de trinités, comme par exemple la trinité géométrique de l'espace que nous connaissons bien, la hauteur, la largeur, la profondeur. Maintenant, si nous étudions un peu l'univers des couleurs, nous y voyons à nouveau une trinité fondamentale faite de trois couleurs, le jaune, le bleu et le rouge. Nous pouvons même lier chacune des trois couleurs aux trois aspects fondamentaux eux-mêmes. Le jaune est le reflet de la lumière, aspect de l'esprit. Le bleu est le reflet de la sensibilité, aspect de l'âme. Et le rouge est le reflet de la puissance. Si maintenant nous étudions le son, nous voyons également une trinité. Un son se situe sur une gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, sur une octave, plus ou moins grave ou aiguë, puis chaque son contient une puissance plus ou moins forte. À nouveau, une trinité au niveau du son. Une gamme, une octave et une puissance dans le son. Si nous observons un arbre, nous voyons qu'il est lui aussi composé de trois parties bien distinctes. Les racines, le tronc et la partie feuillue, le houppier. La trinité, esprit, âme, puissance, se constate comme une évidence chez un être humain. Si nous observons le caractère d'une personne, nous y voyons toujours une prédominance de l'un des trois aspects de la trinité fondamentale. Aussi, nous noterons que certaines personnes sont particulièrement émotives et sensibles. Il y a ici une prédominance de l'aspect sensibilité. D'autres seront naturellement attirés par les livres, les réflexions intellectuelles ou philosophiques, les débats d'idées, etc. C'est un aspect de l'esprit, l'intellect, qui prédominera. Ou bien alors, nous constaterons qu'une personne est particulièrement physique et qu'elle recherche naturellement l'action, l'intensité, la puissance en toute chose.
c'est de toute évidence la puissance et l'intensité qui prédomineront chez cette personne. Les trois aspects fondamentaux s'associent et créent des formes différentes à l'infini, des individualités différentes, grâce au jeu de la prédominance des trois aspects fondamentaux. Aussi, une personne peut avoir une prédominance sensible-intellect, ou bien physique-intellect, ou bien sensible-physique, et bien d'autres associations encore. Si l'on étudie un peu l'aspect de la Trinité, de nombreux détails morphologiques révèlent au premier coup d'œil des prédominances chez un individu. Lorsque nous observons le corps et les sens, nous voyons deux trinités. Le toucher, le goût, l'odorat, première trinité, puis la vue, l'ouïe et le cerveau, la deuxième trinité. Nous considérons le cerveau comme un sens à part entière, car que seraient nos cinq sens sans le cerveau? Le cerveau est le sens de la connexion des autres sens. Nous ne pourrions vivre dans une unité les informations reçues par nos cinq sens sans le cerveau. Il est véritablement le sixième sens. Bien différent des autres, le cerveau n'est pas contacté par l'extérieur, comme les autres sens, mais de l'intérieur. Il reçoit les informations des sens périphériques tels le toucher, le goût, l'odorat, etc. Ceci lui envoie des impulsions électriques nerveuses déclenchées par les contacts avec les éléments extérieurs. Le cerveau stocke les données et crée des connexions. Il construit la mémoire de l'expérience. Le cerveau n'est pas confronté aux éléments extérieurs comme le sont les sens périphériques. Il est le synthétiseur, le chef d'orchestre auquel tous les autres sens sont connectés. C'est lui qui permet la vision synthétique du monde physique de l'esprit. Nous observons au niveau du corps de nos sens deux trinités distinctes. Le toucher, le goût, l'odorat, première trinité, puis la vue, l'ouïe, le cerveau, une deuxième trinité. Nous voyons que les trois sens, toucher, goût, odorat, ne voient pas les éléments extérieurs qu'ils contactent. Ils sont comme aveugles. Ils sont appelés la trinité obscure. Les trois autres sens, la vue, l'ouïe, le cerveau, permettent la connaissance, la compréhension et le savoir sur le monde qui nous entoure. Ils sont une trinité claire. Les trinités claires et obscures sont parfaitement représentées par l'étoile de David. L'un des triangles est plein et noir, il représente la trinité obscure. L'autre est vide et laisse donc passer la lumière. Il représente la trinité lucide. De même, la croix du Christ indique une trinité obscure, le triangle inférieur pointé vers le bas, puis une trinité claire, formée par le triangle supérieur de la croix pointé vers le ciel en direction de la lumière. Voici donc quelques exemples livrés et une approche concrète de la Trinité fondamentale. Quelques observations qui vous mettront peut-être sur la voie afin que vous découvriez vous-même d'autres trinités. Un dernier exemple de trinité, et non la moindre, puisque notre Soleil est bien évidemment lui aussi une trinité, une étoile, une unité triple de nature. Il rayonne de la lumière, de la chaleur et une puissance énergétique créatrice à laquelle l'homme commence enfin à s'intéresser. Observer et découvrir la nature de la vie en nous et autour de nous. C'est cet élan de l'esprit, cette aspiration commune à mettre de la lumière dans notre vie qui rapprochera les êtres humains. Plus nous comprendrons que nous évoluons tous sur des lois qui nous sont communes, et plus le sentiment de fraternité qui manque tant aux hommes grandira
et créera une unité planétaire dans les esprits et dans les cœurs. Pour l'auteur, le lien est évident, mais peut-être pas pour vous qui lisez cela. Poursuivons notre cheminement tranquillement et voyons au fur et à mesure. Le cerveau reçoit l'information et mesure ensuite l'intensité grâce à l'impression sensible émanée par le cœur. Oui, c'est-à-dire en fait on contacte un objet et on se rend compte que dans ce contact il y a une puissance. On en avait parlé la dernière fois. On peut parler fort ou très bas. Et cette puissance dépend de l'intensité du contact. Par exemple, si la main entre en contact avec une flamme, le cerveau va mesurer la puissance de l'intensité grâce aux impressions sensibles du cœur. C'est le cerveau qui demandera au vital, la puissance réactive, l'aspect réflexe de retirer rapidement la main. On voit ça au niveau de tous les sens. Jean-Marc t'avait parlé de la sexualité, on voit ça aussi dans la sexualité. Voilà. Qu'est-ce que la sexualité? C'est un contact en prenant la sexualité dans son aspect physique. C'est un contact physique et c'est une excitation électrique nerveuse. Mais il est vrai que la sexualité, c'est pas véritablement, elle n'est pas un sens à proprement parler. Elle est, je dirais, un aspect de la vie présent dans le corps. Et cet aspect de la vie, c'est la jouissance. Donc, on y reviendra un peu plus tard. C'est le cerveau qui mesure donc la puissance du courant électrique nerveux, mais c'est à partir des impressions sensibles, celles du cœur, que le cerveau fonde ses mesures. Si le contact se situe dans une norme dite harmonieuse pour le corps, le cerveau dit « Ok, c'est bon, tu peux maintenir le contact ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est pareil, comme, par exemple, comme je suis malade. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas respecté les normes. Je me suis habillée Tu t'es pas assez habillé assez chaudement. assez et dehors il fait froid quand même. Et ben voilà. Et c'est le corps qui a demandé. Et maintenant, je suis tombée malade. Voilà, tu as ce rhume-là. Malade. C'est pourquoi il faut vraiment être en harmonie même avec son propre corps. Voilà. Être en harmonie, être à l'écoute aussi. Oui, c'est être en écoute. Alors, être à l'écoute, c'est être sensible à l'harmonie du corps. C'est ça. Voilà. Alors c'est vrai, finalement, c'est un geste simple de se couvrir. Si on n'est pas assez à l'écoute du corps, eh bien, on subit un froid et puis le corps peut ne pas être enclin à le subir, ce froid, et puis il tombe malade. Il y a donc un échange d'informations, un genre d'aller-retour entre la zone contactée, la périphérie et le cerveau. Tout cela par le truchement du circuit électrique nerveux et du cœur, qui est le centre, voire le maître de tout le système nerveux. Oui, on peut dire que le cœur est le maître du système nerveux en général. C'est lui qui reçoit les impulsions électriques nerveuses et qui réagit au courant électrique. Il y a donc un échange d'informations, un genre d'aller-retour entre la zone contactée, la périphérie et le cerveau. Il y a donc la périphérie, le cerveau, et au milieu, il y a le système électrique nerveux avec le cœur. En résumé, périphérie, par exemple la main, c'est une périphérie, circuit électrique nerveux, cœur, ça marche ensemble, on va dire, centre spécifique du toucher dans le cerveau. Il y a un centre spécifique du toucher dans le cerveau. Nous voyons donc là une trinité corporelle, une trinité végétative dans laquelle chaque élément joue un rôle très défini.
ça n'a pas été fait n'importe comment. Ça n'a pas été fait au hasard. C'est d'une intelligence absolue lorsqu'on regarde le corps, lorsqu'on regarde comment il est fait, comment il est conçu. Et une simple observation, je dirais, comme on est en train de le faire, révèle une intelligence extraordinaire. Certaines personnes ont une déficience du système nerveux et ne ressentent rien au toucher. Le cerveau ne peut donc pas mesurer l'intensité des contacts tactiles car il n'a aucune base sensible. Ces personnes sont donc obligées d'être très vigilants visuellement car aucune sensibilité tactile ne peut les informer en cas de danger. Les sens sont des éléments qui nous informent sur le monde physique, le monde dans lequel on évolue. Ils sont là. L'œil perçoit l'énergie lumineuse, l'ouïe perçoit le son, les ondes vibratoires sonores, le toucher, les solides, le goût, le liquide. Évidemment, les personnes qui ont une déficience sont, on va dire, handicapées parce qu'ils ne reçoivent pas d'informations. Je continue la lecture. J'espère sincèrement que cette approche suscite un réel intérêt pour vous. Voyez comme ce regard sur soi n'est pas habituel. Ça, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup de livres qui vont dans cette direction. Et pourtant, c'est bien la vie, comme ça. C'est bien la vie. C'est un aspect de nous qui est le corps physique. Alors, bien que nous vivions cela à chaque instant de notre vie, tout ce qui est dit ici est avancé et parfaitement observable par tous. Voilà, alors on essaye évidemment à travers cette discussion et on avance des choses que vous pouvez vous-même vérifier. S'il y a disharmonie lors d'un contact corporel, c'est que quelque chose cloche et qu'un danger éventuel se présente. C'est le cas lorsque la main rencontre une flamme. Si nous persistons à maintenir le contact, la structure, en l'occurrence la main, sera détruite. Les sens nous informent sur les éléments qui nous entourent, mais ils sont là aussi pour nous avertir lorsqu'un danger se présente, lorsqu'il y a un danger imminent pour le corps. Si on ressent une intensité trop forte, on va le vivre comme une disharmonie, et là, on saura que notre corps est en danger. On boit une tasse de thé, si c'est trop chaud, voilà là, la sensibilité va vivre l'intensité de l'excitation qui apparaît dans la bouche au moment où le thé rentre, est absorbé. Et c'est bien elle qui va envoyer ce signal de danger. De danger de quoi? De destruction, ou on va dire de l'organe. C'est ça. De la bouche. Ouais. En tout cas, à travers une brûlure, par exemple. Et c'est bien elle qui va envoyer ce message au cerveau: attention, l'intensité est trop forte. Trop forte. Et là, évidemment, on va éloigner la tasse de nos lèvres et on va attendre que le thé se refroidisse. Voilà. Donc c'est toujours le même principe, effectivement. Oui. Voilà. Mais on va se rendre compte que ce principe est appliqué aussi après dans nos sentiments, dans nos idées. On va souffrir après dans nos sentiments. Lorsque, ça sera un peu plus loin. Mais il est bon déjà de voir que toutes les racines de notre vie, tous les éléments fondamentaux sont déjà présents dans notre corps. Alors je continue la lecture. Ce que nous allons vivre et éprouver en nous lors des contacts avec le monde extérieur va influer sur la relation que nous avons avec lui. Évidemment, si on souffre, si on vit un malaise, ou si au contraire on vit un bien-être, on se sent tranquille, dans une harmonie, ça influe dans notre relation avec le monde extérieur. L'harmonie ou la disharmonie que nous vivons en nous sont donc très importantes dans notre relation avec le monde. Bien. Là, est-ce que vous êtes en harmonie corporellement? Oui.
Ça va? Irina, ça va? Ça va, c'est juste comme j'ai pris le froid. T'as plus le froid? J'ai pris le froid. C'est le nez et la gorge. Ah. Voilà. Ça, Alors, eh ben ouais. tiens, Oui, voilà. c'est parce que moi, C'est formidable. On je a ne à suis droite pas- Jean-Marc Oui, qui Jean-Marc, est- il est en harmonie. qui est Moi, en harmonie pas beaucoup, pas trop. et Irina qui est pas trop en harmonie. Voilà. Alors il y a une disharmonie d'un côté et une harmonie de l'autre. J'ai vu du soleil Ouais, par les fenêtres. Par la Et fenêtre. je pensais que il fait beau dehors, voilà. mais quand même, c'est la température, elle est baissée. Et j'ai pris le froid. T'as pris froid. Voilà. Et maintenant ton corps doit se débrouiller avec ce que tu lui as fait subir. Et maintenant, j'ai obligé de prendre médicaments. Et voilà, tu prends les médicaments. Voyez comme cela est tout aussi valable lorsqu'un homme rencontre une femme. Chacun va vivre des harmonies ou des disharmonies à des niveaux très différents. Physiquement, sentimentalement, intellectuellement, socialement, spirituellement. La relation va dépendre de ce que chacun vit et éprouve en lui-même. Alors évidemment, là on parle de ce que éprouve le corps, mais on va voir qu'il y a des niveaux différents. Il y a le niveau physique, celui qu'on est en train de regarder, mais après il y a le niveau émotionnel, sentimental, puis le niveau intellectuel, le niveau des idées. Deux personnes, un homme et une femme, peuvent être, en harmonie corporelle, et puis être en désaccord intellectuellement ou sentimentalement sur des approches qu'ils ont sensiblement. Voilà. L'approche peut être différente. Socialement, voilà. On peut voir aussi deux personnes, un homme et une femme, peuvent être en harmonie, socialement, ou en désharmonie, et spirituellement aussi. La relation va dépendre de ce que chacun vit et éprouve en lui-même. Dialoguer est essentiel dans une relation afin que chacun puisse comprendre l'autre et savoir comment il vit et ressent les choses en lui-même. Est-ce que vous pensez que ça c'est important? C'est essentiel parce que si chacun reste sur ses positions, en fonction de, on va dire, la réaction sensible qu'il vit dans une relation avec quelqu'un, quelle que soit la personne, un homme ou une femme, s'il en reste là, imaginons que on vive une sensibilité troublée à travers le comportement de quelqu'un que l'on connaît, de son partenaire ou de sa partenaire, et qu'on en reste là, évidemment, on va voir en nous un rejet de l'autre, Ouais. qui peut se construire Eh oui. et qui peut même nous amener à nous séparer de la personne, par exemple, Eh oui. si on rentre dans ce mouvement intérieur de rejet. Il doit être dans les relations, on doit essayer de comprendre l'autre, comme tu viens de le dire, essayer de comprendre pourquoi il ou elle a telle ou telle réaction, ou telle idée, telle ou telle approche sur tel ou tel sujet. On doit aussi se demander pourquoi en nous, il y a par exemple un rejet. Pourquoi en nous, lors d'une remarque ou d'un comportement de l'autre, il y a une sensibilité troublée, ou une sensibilité qui rejette ce qui est dit ou fait par l'autre. Donc c'est un échange réel à ce moment-là qui peut se mettre en place. S'il y a à la fois l'écoute de l'autre, en essayant de comprendre pourquoi il a telle ou telle réaction, ou telle idée, peu importe, mais aussi se demander pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que ma sensibilité est troublée. Essayons de voir en soi quels sont les éléments qui peuvent expliquer que ma sensibilité soit troublée ou exprime un rejet de ce qu'a pu dire ou faire l'autre. Donc l'aller-retour est nécessaire. Voilà. L'aller-retour est nécessaire. Il y a à la fois le regard à porter en soi, C'est ça. sur le trouble, Ouais. essayer de se comprendre soi-même, Mm-hmm.
et puis à parler avec l'autre, et lui parler de notre trouble, et puis pourquoi pas, ce qui est le plus merveilleux, c'est de partager le regard avec l'autre, et dire voilà ce que je vois moi de mon problème, et je te l'offre, et s'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, parle-moi aussi. Voilà, ça serait véritablement l'idéal entre la relation entre un homme et une femme, ça serait ça. En regardant le corps, on commence à comprendre un petit peu ce qu'est qu'une sensibilité troublée. C'est lorsque on redescend dans notre contact et nos sensations, c'est lorsque un contact dépasse une norme qui est propre à notre corps. Voilà. À ce moment-là, notre sensibilité est troublée. Si je parle très fort, je vais vous faire mal aux oreilles, et là, il va y avoir une réaction, il va y avoir un trouble. Donc, là, la sensibilité va être troublée. On revient à notre corps, vous voyez, on fait un parallèle, finalement, entre les sens et notre vie relationnelle, sentimentale. Alors je continue, si l'on observe la norme de la réceptivité sensorielle pour ce qu'elle est, on s'aperçoit qu'elle est finalement une sensibilité, un espace qui a des limites. Alors je prends un exemple. Par exemple, l'œil humain perçoit les premières vibrations lumineuses d'une certaine intensité, alors qu'un chat les perçoit bien avant. Ce qui veut dire qu'un chat, finalement, a un organe physique qui lui permet d'être plus sensible à la lumière qu'un œil humain. Donc, on va se dire, tiens, ce que je vis sensiblement de l'œil est lié aux capacités de l'organe, finalement. Voilà. Donc, je vis quelque chose en moi qui est directement lié à l'organe. Notre œil a également ses limites en termes d'acceptation. La puissance de la lumière du soleil peut blesser et endommager un œil. Celui-ci informe le cerveau quand la norme est dépassée. Donc on voit encore là que cette norme, elle est quand même faite aussi pour protéger le corps et pour nous dire attention, là vous allez trop loin. Voilà. C'est le corps qui nous parle et qui nous dit voilà, moi j'ai une norme et s'il vous plaît, respectez cette norme, sinon vous allez faire du mal au corps. Oui, la survie du corps peut être en jeu, Ah oui. La survie de certains organes. Certains organes. Peut être en jeu, effectivement, si on dépasse la norme. La norme. Ouais. Oui, on voit des jeunes qui vont à des concerts ou qui écoutent la musique à fond dans le casque, choses comme ça. Ça, on sait que maintenant que c'est pas bon, quoi. Non, puis on sait qu'il y a de plus en plus de gamins qui ont des problèmes d'audition. Voilà. Ils sont très jeunes, ils ont déjà perdu une bonne partie de leur audition. Voilà. Ça, c'est dû au fait d'avoir trop écouté de musique et surtout d'avoir monté le volume au maximum et que l'intensité musicale était trop forte pour l'organe auditif, quoi. Voilà. Donc on voit que ce corps nous parle, ce corps est fragile, et il nous dit quand c'est trop ou pas assez, ou quand c'est bien. Dans notre relation physique avec les éléments extérieurs, il y a donc une norme à respecter. Tout se joue sur la puissance des contacts entre le contacté, les sens, et le contactant, l'élément extérieur. Voilà, donc c'est cette relation de contact entre l'élément extérieur et le sens est vraiment très important. Finalement, ce dont on parle ici, on pourrait très bien en parler dans les écoles maternelles, presque. Peut-être pas maternelles, mais les petits. On pourrait leur apprendre à faire attention à leur sens, à leur corps, et leur dire, mais les enfants, attention, si vous vous exposez trop, voilà, vous allez vous faire mal aux yeux, votre œil réagit, vos oreilles, votre corps. Mais il y a des écoles en Inde qui
tous les matins, c'est au collège, hein, donc c'est les petits, quoi, jusqu'à 13 ans. Tous les matins, on demande aux gamins d'être attentifs à l'état dans lequel ils sont et de coller sur leur bureau une pastille de couleur qui correspond à l'état général dans lequel ils sont. Donc on fait appel là à être attentif à leur sensibilité corporelle, on va dire. C'est bien, c'est intéressant ça. Parce que Ouais. le prof, il passe dans Voilà, les rangées, puis il se dit tiens, j'ai un élève qui est c'est ça. un peu fatigué aujourd'hui, rien qu'en voyant la pastille. C'est ça l'idée, oui. Mais c'est surtout C'est l'idée intéressant. d'habituer les gamins à être attentifs À leur corps. à la sensibilité corporelle. Eh oui, c'est ça. C'est leur donner l'habitude d'avoir comme référent non plus les traditions ou ce que disent les autres ou ce qu'il faut faire, le conditionnement, Ah ouais. mais leur propre ressenti. Leur propre C'est ressenti. leur propre ressenti corporel qui devient la référence. Et c'est ça le but, les habituer à être attentifs à ce qui se passe en eux. C'est incroyablement intelligent. Ouais, Est-ce que vous avez eu ça, vous, quand vous Non. étiez petit? pas du tout. Est-ce qu'on vous a dit dans les écoles françaises ou dans les écoles russes, pour Elina, faites attention à votre corps? Bon, on a dit, mais vraiment, on n'y pas fait attention. C'est peut-être que c'est mal dit. C'était mal dit alors. C'est mal dit. Ou c'est pas suffisamment. Oui, C'est ça. mais enfin bon, on nous a pas beaucoup sensibilisés là-dessus. Bien sûr que non. Quel dommage. Eh oui. Quel dommage. Parce que si on nous avait sensibilisés sur la sensibilité physique, on l'aurait aussi vu chez l'autre, chez notre copain. Bien sûr. Ça nous aurait évité de lui mettre le doigt dans l'œil ou de le piquer avec notre compas. Mais oui, c'est vrai, si on était... si on nous apprenait qu'il y a une sensibilité en nous, si on nous... Voilà. Eh bien, évidemment, en voyant l'autre, on se dirait, mais l'autre aussi est sensible. Si on nous apprend ce que c'est qu'une norme, à des enfants, les enfants sont absolument capables de comprendre une chose pareille. Et même, je suis sûr qu'ils seraient véritablement intéressés même. Oui, je crois aussi. Ça les captiverait parce que c'est quelque chose qu'ils vivent et qu'ils pourraient vérifier et étudier par eux-mêmes. Je me rappelle un petit peu quand j'allais à l'école, c'était apprends et tais-toi, quoi. Il y a des normes de comportement. On Des a dit de Voilà. normes de comportement. Mais C'est on n'a intéressant, pas ça. dit de normes de sensibilité. Voilà. Oui, on nous a appris Oui. à adopter des comportements en société, Comment il faut se conduire. comment il faut se conduire. Mhm. Et puis, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que ce qu'on nous a inculqué contient en elle-même, ces notions contiennent en elles-mêmes une sensibilité. Puisqu'on va se sentir mal si on se comporte mal. Oui. Alors c'est rigolo parce que on voit une sensibilité dans le corps physique, au contact avec les éléments extérieurs, mais on retrouve une sensibilité dans notre psychologie liée à notre conditionnement de français, de russe, voilà. Et on découvre que là aussi il y a une norme. Si je suis bien dans la norme, eh bien ça va, je me sens bien. Et puis si je fais quelque chose qui est un petit peu en dehors de ce qu'on m'a dit de faire, là je me sens pas bien. Même aussi, c'est comme pour les normes de pensée. Si je suis bien en normes de pensée, si je n'y pense trop de quelque chose, je me sens bien. Si je commence à penser trop, C'est la confusion, c'est la ah oui, confusion. oui, je sens une autre vibration et je me sens comme perturbée un peu. C'est ça. Mhm. Donc on nous a, comment on pourrait dire, on a un schéma un petit peu en nous, et si on sort un petit peu de ce schéma, là on est un petit peu perdu, et on se demande ce qui se passe, quoi.
Oui, on peut se sentir coupable. Et même Oui. se sentir coupable. Il y a une morale sociale, hein, Ouais, ouais. qui est le principe, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mhm. C'est d'ailleurs un principe qui est plutôt bon, moi je trouve, et Oui. qui est même nécessaire. Hein. Oui. Et c'est vrai que si on sort de ce schéma-là, mais c'est quand même un conditionnement, ceci dit, hein, qui est en nous. Et c'est vrai que si on sort de ce schéma, de ce cadre moral, social, on va dire, on peut se sentir coupable. Oui. On peut avoir honte. Oui. Ce genre de sentiment. Oui, oui, On oui. peut vivre, ressentir ce genre de sentiment. Oui, ou alors même l'image sociale. Si je sors de chez moi avec des habits tachés ou troués, Oui, bien sûr. c'est une norme. C'est une norme qui est enfreinte, oui. C'est ça. Voilà. Ouais. On veut être comme tout le monde, hein. On ne veut pas être l'objet de regards ou de reproches. Voilà. On veut être dans la norme. On va dans la norme. Voilà. On a une norme physique et on a une norme psychologique. C'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est que physiquement, c'est une sensibilité qui nous alerte lorsqu'on dépasse la norme. C'est ça. Et psychologiquement, il y a aussi une sensibilité qui nous alerte, une espèce de malaise, lorsqu'on est en dehors des normes. On est dans le sentiment, là. On est dans le sentiment. Ouais. Donc la sensibilité, hein, elle est au cœur du problème, hein, si on peut dire. Elle est au cœur de la norme physique et évidemment elle est aussi au cœur de notre vie psychologique, sentimentale, relationnelle. Alors je continue ma lecture. Nos sens nous enseignent très naturellement, chacun à leur niveau, une chose fondamentale. La nécessité de l'harmonie dans la relation avec les éléments extérieurs. Voilà, c'est vraiment le point, je dirais, un des points essentiels que notre corps nous montre. Il nous dit, écoutez, soyez en harmonie, vivez en harmonie. Voilà, eh bien écoutez, on a déjà été assez loin. J'espère que cette discussion vous a intéressé. En tout cas, pour nous, c'est un véritable plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.